Il y a des endroits que les vivants ne devraient pas visiter après le coucher du soleil. Pas parce qu'il y fait noir. La nuit tombe partout. Et les gens ont des lampes torches, des téléphones, du feu. Non, il y a des endroits dangereux la nuit. Parce que la nuit là-bas n'est pas vide. Elle est occupée par des choses qui ont tout leur temps. Des choses qui n'ont nulle part où aller et qui attendent. Mboka ya Loufoua est un de ces endroits. Ce soir, je vais vous raconter ce qui est arrivé à Théodore Ossété. 43 ans, père de 3 enfants, chauffeur de taxi à Brazzaville depuis 20 ans. Un homme ordinaire, un homme qui ne croyait à rien de tout ça. Je dis qui ne croyait au passé, parce que Théodore Ossété n'est plus tout à fait le même homme qu'avant. Ceux qui l'ont vu après cette nuit disent qu'il ne dort plus, qu'il ne s'assoit plus dos à une porte, et que si vous prononcez le mot ombre devant lui, il quitte la pièce immédiatement, sans explication. Voici ce qui s'est passé. C'était un vendredi soir en saison sèche. Théodore revenait de Kindamba avec sa Toyota Corolla, celle qui lui avait coûté 2 ans d'économie et qu'il traitait mieux que ses propres chaussures. Il était 22 heures passées. La piste entre Kindamba et la nationale était mauvaise. Des nids de poules profonds comme des tombes. De la latérite rouge qui collait aux pneus comme de l'argile mouillée. Théodore connaissait cette route. Il l'avait faite des dizaines de fois. Il n'avait jamais eu de panne dessus. Le moteur toussa d'abord. Une fois. Puis 2. Puis il rendit l'âme avec un claquement sourd. Et la Toyota s'immobilisa en plein milieu de la piste, les phares encore allumés, éclairant inutilement 30 mètres de terre rouge devant lui. Théodore descendit, il ouvrit le capot. Il ne vit rien d'anormal. Mais ce n'était pas très utile, parce que Théodore n'était pas mécanicien. Il savait conduire, il savait faire le plein, il savait changer un pneu. Pour le reste, il appelait son cousin Patrick. Il prit son téléphone, mais pas de réseau. Il restait un moment debout à côté de sa voiture, à regarder l'obscurité de chaque côté de la piste. La forêt commençait à 2 mètres. Des arbres serrés impénétrables, d'où montait une rumeur constante d'insectes. Au-dessus, le ciel était clair, les étoiles visibles, la lune aux 3/4 pleine. C'était une belle nuit, objectivement. Mais quelque chose n'allait pas. Théodore ne savait pas dire quoi exactement. C'était une sensation. Pas une pensée, une sensation. Comme quand on est dans une pièce et qu'on réalise progressivement qu'on n'est pas seul. Avant même d'avoir vu ou entendu quoi que ce soit. Ce pressentiment animal primitif que quelque chose dans l'environnement a changé. Les insectes s'étaient tus. Dans la forêt équatoriale, le silence n'existe pas. Il y a toujours quelque chose. Des criquets, des grenouilles, le cri lointain d'un oiseau de nuit, le froissement des feuilles sous les petits animaux. Toujours.
Si tout s'arrête, c'est que quelque chose a fait taire tout le monde en même temps. Quelque chose de plus grand que les grenouilles et les criquets. Elle était debout sur la piste, devant les phares, à 20 mètres environ, immobile. Elle lui tournait le dos. Théodore ne l'avait pas vu arriver. Il était sorti de sa voiture. Il avait regardé à gauche, à droite. Il avait observé la forêt. Et quand il avait ramené les yeux devant lui, elle était là. Comme si elle avait toujours été là. Et que c'était lui qui ne l'avait pas remarqué. Une femme. Un pagne bleu de nuit. Les cheveux attachés haut. Une silhouette parfaitement droite. Parfaitement immobile. Avec cette immobilité particulière des choses qui n'ont pas besoin de respirer. Les phares de la Toyota projetaient des ombres longues sur la piste rouge. La sienne, à lui, s'étirait derrière lui. Bien nette, bien réelle. La femme devant lui n'en avait pas. Théodore me l'a dit lui-même quand il a accepté de parler. Des semaines plus tard, la voix basse, les mains croisées sur la table. Ce n'est pas l'absence d'homme qui lui a fait le plus peur. C'est ce qu'il a ressenti quand il a compris. Parce qu'une partie de lui, la partie rationnelle, la partie qui avait grandi en ville, qui avait été à l'école, qui regardait les matchs de foot le dimanche, cette partie-là cherchait immédiatement une explication. Peut-être que la lumière était dans un angle particulier. Peut-être qu'il n'avait pas bien regardé. Alors, il avait mieux regardé. Et l'autre partie de lui, la partie la plus ancienne, celle qui avait écouté sa grand-mère raconter ses histoires la nuit, celle qui savait instinctivement ce que signifiait l'absence d'ombre, cette partie-là avait commencé à hurler. Il voulut remonter dans la voiture. Il posa la main sur la portière. La femme se retourna. Je vais vous dire quelque chose sur ce que Théodore a vu quand elle s'est retournée. Il ne décrit pas un visage hideux, pas de chair pourrie, pas d'yeux rouges, pas de bouche pleine de sang. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est précisément pour ça que c'est pire. Elle était belle, d'une beauté parfaite, symétrique, sans défaut. La police est très régulière, les lèvres entrouvertes. Mais son visage ne bougeait pas. Pas figé comme quelqu'un qui retient ses émotions. Figé comme un masque, comme une photo de visage collée sur une tête. Les muscles n'existaient pas. Pas de micro-expression. Pas de clignement des yeux. Pas ce mouvement imperceptible de la mâchoire que font les gens quand ils respirent. Rien. Une surface. Et ses yeux, oh là là. Ses yeux regardaient Théodore avec une attention absolue, totale. Le genre d'attention qu'on ne reçoit jamais des vivants. Parce que les vivants sont toujours distraits par quelque chose. Une pensée, un bruit, la fatigue. Elle, non. Elle le regardait comme si rien d'autre n'existait dans l'univers entier. Comme si elle l'avait regardé depuis longtemps. Depuis très longtemps. Et qu'elle avait tout son temps pour continuer. Elle ouvrit la bouche et elle dit son prénom. Théodore. Sa voix était normale.
c'était le plus terrifiant. Pas une voix caverneuse, pas un murmure surnaturel, une voix de femme ordinaire, douce, même avec l'accent du coin, comme si c'était quelqu'un qu'il aurait pu croiser au marché. Une voix normale qui connaissait son prénom, sur une piste déserte, à 22 heures, devant une créature sans ombre. Théodore Ossété, 43 ans, 100 kilos, homme qui n'avait jamais fui quoi que ce soit de sa vie, monta dans sa voiture, ferma la portière à clé et ne bougea plus. Il resta 2 heures dans sa voiture. Il ne regardait pas dehors. Il fixait son tableau de bord. Il avait éteint les phares instinctivement, comme si l'obscurité pouvait le cacher, comme si ne pas voir signifiait ne pas être vu. Les bruits revinrent progressivement. Les insectes d'abord timidement, puis les grenouilles. Le monde normal qui reprenait ses droits prudemment, comme des animaux qui reviennent après le passage d'un prédateur. Au bout d'un moment, il ne sait pas exactement combien de temps, il entendit des pas sur la latérite, des pas humains, réguliers, qui approchaient, puis frappèrent à sa vitre. C'était un vieux, une lampe torche à la main, un vieux vélo appuyé contre sa cuisse, un habitant d'un village proche qui rentrait tard. Il avait vu la voiture, il s'était arrêté. Théodore descendit la vitre d'1 centimètre à peine. « Tu as une panne ?» dit le vieux. « Il y avait une femme, » dit Théodore. « Devant la voiture, une femme en panne bleue. » Le vieux ne répondit pas immédiatement. Il balaya la piste avec sa lampe torche devant, derrière, rien. Puis se retourna vers Théodore et sa voix avait changé. Elle était plus basse, plus prudente. « Elle t'a dit ton nom ?» Théodore sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. « Oui. » Le vieux recula d'un pas. Juste un pas. Mais ce pas-là dit tout ce que les mots n'auraient pas pu dire. « Ne reste pas ici cette nuit. Viens chez moi. » Ma voiture ne démarre plus. Le vieux regarda la Toyota, puis il tendit la main, ouvrit la portière à côté conducteur, s'installa et tourna la clé de contact. Le moteur démarra au premier essai. Théodore ne dit rien. Il n'y avait rien à dire. Le vieux s'appelait Alphonse. Il habitait à 3 kilomètres de là, dans un petit village que Théodore ne connaissait pas. Mboka-ya-Loufoua. Alphonse l'installa dans sa case, lui donna à manger et le lendemain matin, sans lui demander son avis, l'emmena voir quelqu'un. Une vieille femme, très vieille, le genre de vieillesse qui n'a plus d'âge précis, qui a dépassé depuis longtemps la question de l'âge. Elle était assise devant sa case, les pieds nus sur la terre battue, une pipe éteinte entre les doigts. Elle regardait Théodore approcher avec l'expression de quelqu'un qui attendait une livraison. « Assieds-toi, dit-elle. Elle s'appelait Maman Zola. Tout le monde au village disait simplement Maman Zola, sans autre explication. Comme si ce nom était suffisant. Comme si tout le monde était censé savoir.
Elle écouta Théodore raconter. Elle ne l'interrompit pas une seule fois. Quand il eut fini, elle resta silencieuse un long moment, la tête légèrement inclinée, les yeux mi-clos. Puis elle dit, elle t'a dit ton nom? Oui. Et tu lui as répondu? Théodore réfléchit. Il n'avait rien dit. Il était monté dans sa voiture. Non. Maman Nzola hocha lentement la tête. Quelque chose dans son expression changea. Pas du soulagement exactement. Plutôt la satisfaction froide d'un médecin qui constate que le patient est arrivé à temps. C'est bien. Si tu avais répondu. Elle ne finit pas la phrase. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais répondu? Insista Théodore. Maman Zola le regarda, un long regard direct sans ciller. Tu ne serais pas là pour me poser cette question. Maman Zola ne lui expliqua pas tout. Elle n'expliqua jamais tout. Ce n'était pas sa façon de faire. Elle donna à Théodore des fragments, des pièces, et le laissa assembler lui-même ce qu'il pouvait. Ce qu'il comprit. La femme sur la piste n'était pas un fantôme ordinaire. Pas l'esprit d'une morte qui erre par nostalgie ou par regret. C'était autre chose. Quelque chose qui utilisait la forme d'une femme comme on utilise un vêtement. Quelque chose d'ancien qui existait dans cette forêt, bien avant que les gens donnent des noms aux choses. Elle connaissait les noms des vivants. Elle collectionnait d'une certaine façon. Elle les collectionnait d'une certaine façon. Et quand elle appelait quelqu'un par son nom, quand cette personne répondait, quelque chose se créait entre eux. Un lien, un fil. Et ce fil, c'est quoi? Il fait quoi? Et ce fil, il fait quoi? Demanda Théodore. Maman Zola tirait sur sa pipe éteinte, comme si elle cherchait du feu qui n'était pas là. Il tire progressivement sur les gens qui ont répondu. Les choses commencent à mal aller. Des petites choses d'abord, de la malchance, des accidents. Il commence à arriver d'elle et progressivement, ils viennent la rejoindre. Il meurt? Je n'ai pas dit ça. Elle ne dit rien de plus sur le sujet. Mais moi, je n'ai pas répondu, dit Théodore. Donc je suis en sécurité. Maman Zola posa sa pipe. Elle le regarda d'une façon particulière. Pas avec pitié. Avec quelque chose qui ressemblait presque à de la tristesse. La tristesse de devoir dire quelque chose que l'autre ne voulait pas entendre. Tu n'as pas répondu avec ta bouche. Théodore ne comprit pas immédiatement. Puis il comprit. Quand elle avait dit son nom, quand elle avait dit Théodore, il avait eu un mouvement. Un petit mouvement involontaire à peine perceptible. Il avait levé les yeux vers elle. Il avait réagi.
Son corps avait répondu, même si sa bouche ne l'avait pas fait. Théodore passa 3 jours à Mboka ya Loufroy. Maman Nzola fit des choses, des cérémonies, des préparations, des rituels dont Théodore préférait ne pas connaître les détails. Il dormit dans la case d'Alphonse. Il mangea peu. Il parla moins. La deuxième nuit, il rêva d'elle. Dans le rêve, il était de nouveau sur la piste. La Toyota était là, les phares allumés. Et elle était devant lui, exactement comme la première fois. Mais dans le rêve, il n'avait pas peur. Et c'était ça qui était le plus effrayant. Dans le rêve, ne pas avoir peur alors qu'il aurait dû. Elle se tourna, le visage masqué, les yeux qui ne clignaient pas. Tu aurais dû répondre, dit-elle. C'est plus facile quand les gens répondent. Plus facile pour toi, dit-il dans le rêve. Elle inclina légèrement la tête sur le côté, comme un oiseau. Ce mouvement brusque et précis qui n'a rien d'humain. Je viendrai te revoir, dit-elle. Pas ce soir, pas demain, mais je viendrai. J'ai le temps. Et quand tu seras chez toi, dans ton lit, dans ton appartement à Brazzaville, avec ta femme et tes enfants dormis à côté de toi. Elle s'arrêta. Elle sourit. Ce sourire qui n'atteignait pas les yeux. Regarde si tu as encore ton ombre. Théodore se réveilla en sueur. Il était 3 heures du matin. La case était noire. Il entendit Alphonse respirer doucement de l'autre côté de la pièce. Il prit son téléphone, il alluma la lampe torche, il la pointa vers le sol. Il regarda son ombre pendant très longtemps. Maman Nzola le laissa partir le 3e jour. Elle lui remit quelque chose, un petit paquet enveloppé dans une feuille sèche, ficelé avec du raffia rouge. Elle lui dit de le garder sur lui. Elle lui dit de ne jamais laisser quelqu'un l'ouvrir, jamais, et de ne jamais l'ouvrir lui-même. Elle lui dit aussi autre chose, juste avant qu'il monte dans sa Toyota. Si tu l'entends encore t'appeler par ton nom, dans un rêve ou dans la réalité, ne réponds pas. Même une pensée suffit. Même l'intention de répondre, garde-la hors de ta tête. Et si je n'arrive pas? Maman Joan ne répondit pas. Elle rentra dans sa case et ferma la porte. Théodore rentra à Brazzaville. Il retrouva sa femme, ses enfants, son appartement, son taxi, sa vie normale. Pendant 3 semaines, rien ne se passa. Pendant 3 semaines, il commença presque à se convaincre que c'était terminé. Puis sa fille aînée, 11 ans, première de sa classe, celle qui voulait devenir médecin, se mit à se lever la nuit. Sa femme le remarqua la première. La petite se levait vers les 2 heures du matin, descendait au salon et restait debout devant la fenêtre, les yeux ouverts, sans rien dire. Quand on la touchait, elle se réveillait. Confuse, elle ne se souvenait de rien. La 3e nuit, Théodore se leva pour la ramener dans son lit. Quand il rentra dans le salon, sa fille était devant la fenêtre,
dos à lui, immobile. Il alluma la lumière. Il regarda le sol. Théodore Ossété ne m'a pas dit ce qu'il avait vu sur le sol cette nuit-là. Il a posé ses deux mains à plat sur la table. Il a regardé dehors par la fenêtre, vers rien de particulier. Et il a dit très calmement, « Je suis retourné à Mboka-Loufoua le lendemain matin. » Je lui ai demandé ce que Maman Zola lui avait dit. Il a secoué la tête. Elle n'était plus là. Sa case était vide. Les voisins ont dit qu'elle était partie dans la nuit. Personne ne sait où. J'ai voulu poser une dernière question. La question que vous vous posez tous en ce moment. Il m'a regardé avant que je la pose. « Ma fille va bien, dit-il. Elle va bien. » Il répéta la phrase une deuxième fois, comme si je n'avais pas entendu, ou comme si c'était lui qui avait besoin de l'entendre. J'ai pensé longtemps avant de vous raconter cette histoire. Pas parce que je doutais qu'elle était vraie. Théodore Ossété n'est pas un homme qui invente. 20 ans de taxi, 3 enfants à nourrir, les pieds sur terre. Ce n'est pas le profit de quelqu'un qui fabrique des histoires. Ce n'est pas le profit de quelqu'un qui fabrique des histoires de femmes sans ombre au bord d'une piste. Non. J'ai hésité pour une autre raison. Parce que dans beaucoup d'histoires de ce genre, et j'en ai entendu beaucoup, croyez-moi, il y a toujours quelqu'un qui sait. Un vieux, une gardienne, un féticheur. Quelqu'un qui comprend les règles, qui connaît les remèdes, qui peut fermer la porte quand elle s'ouvre trop grand. Maman Zola était cette personne. Et Maman Zola a disparu. J'y pense souvent. Pourquoi partir? Pourquoi cette nuit-là précisément? Est-ce qu'elle savait quelque chose que Théodore n'a pas voulu me dire? Est-ce qu'elle avait peur, elle aussi? Et si Maman Zola avait peur, qu'est-ce que cela dit de ce à quoi nous avons affaire? Je n'ai pas de réponse. Ce que je sais, c'est ceci. La prochaine fois que vous êtes seul la nuit, sur une route que vous connaissez bien, et que vous voyez quelqu'un devant vous, quelqu'un d'immobile, qui vous tourne le dos, regardez son ombre avant de faire quoi que ce soit. Et si elle n'en a pas, ne répondez pas, même dans votre tête, même par curiosité, même pour vous dire que vous n'avez pas peur, parce qu'elle a tout son temps. Et nous n'avons pas autant que nous le croyons. Bonne nuit.